Les lois, les coutumes et la justice dans Game of Thrones trouvent-elles une inspiration dans la réalité? C'est ce qu'on va chercher à découvrir. Puisque j'ai déjà rapidement évoqué le cas des esclaves, voyons l'esclavage plus en détail. Dans Game of Thrones et plus précisément dans les 7 royaumes, l'esclavage est interdit depuis des milliers d'années. Il est même considéré comme une abomination, à la fois du point de vue de la foi des Sept que du point de vue des dieux anciens de la forêt. Au passage, ce sont les dieux de la foi des Sept qui ont remplacé les dieux anciens de la forêt, à l'exception du nord de Westeros qui est toujours plongé dans cette antique croyance. En bref, l'esclavage est donc condamné et pas depuis hier, puisque même avant l'unification des 7 royaumes, c'était déjà le cas. Par ailleurs, on trouve des esclavagistes sur le continent voisin, Essos. Mais vendre des criminels de Westeros à des esclavagistes d'Essos est considéré comme un crime. Donc vaut mieux faire attention, surtout après ce qu'on a pu dire sur les peines qui sont appliquées au crime. La preuve, quand Jorah Mormont vend des braconniers qu'il a capturés sur ses terres à des esclavagistes d'Essos, le résultat est qu'il perd ses terres et qu'il est condamné à l'exil. Alors là, les connaisseurs vont sûrement me dire, mais si, il y a des esclaves sur Westeros. Et ils auront en fait en tête ces personnes qui sont au service des Ironborn. C'est vrai que c'est proche. Les Ironborn, qui peuplent les îles de fer, kidnappent souvent des personnes au cours de raids. S'ils voient que le kidnappé en question pourrait semer le trouble, ils l'exécutent. A l'inverse, s'il s'agit de quelqu'un qui est plutôt soumis et obéissant, alors ils pourront l'utiliser. Mais ce sont plus des prisonniers de guerre que des esclaves. A l'inverse des esclaves, ils ne sont pas considérés comme des choses et ne peuvent pas être achetés ou vendus. Ils peuvent même posséder leur propre propriété, et si 2 d'entre eux ont un enfant, cet enfant sera un Ironborn et non la progéniture d'un prisonnier de guerre. Il existe même des maisons nobles dont les membres descendent de prisonniers de guerre. Tel est le cas de la maison Code ou de la maison Humble. Donc si vous m'avez bien suivi, il n'y a pas d'esclaves sur Westeros, il y en a sur Essos, et il y a des prisonniers de guerre sur les îles de fer qui sont sur Westeros. Maintenant, retrouve-t-on dans le monde réel des esclaves? Et retrouve-t-on des prisonniers de guerre ou du moins des hommes conservant une liberté tout en étant relativement soumis et dépendants? Eh bien, il est en effet possible de faire un parallèle avec la réalité. Tout d'abord, concernant l'esclavage, il est clair qu'à cet égard, Westeros est beaucoup plus cool que le monde réel. Il est supposé que l'esclavage débuta avec les civilisations de la proto-histoire. Mais ça te dit peut-être pas grand-chose. Le néolithique, ça va mieux? Alors il est supposé que l'esclavage débuta au néolithique, soit pour la région la plus précoce, à savoir le Proche-Orient, vers 9000 avant Jésus-Christ. Ouais, c'était il y a longtemps. En ce temps, c'était la bonne époque, on pouvait pratiquer des morts d'accompagnement. Si le maître mourait, l'esclave devait l'accompagner dans la tombe coûte que coûte. Quand bien même il aurait été dans la force de l'âge, bah tant pis. Durant l'Antiquité, l'esclavage est pratiqué en Chine, parce que bon, c'est pas les gars de la mairie qui ont construit la Grande Muraille, mais aussi en Inde, dans le Siam, c'est-à-dire l'actuelle Thaïlande, à travers l'Empire Khmer, qui empiétait sur des territoires appartenant désormais au Cambodge, au Laos, à la Thaïlande, au Vietnam, à la Birmanie et même à la Malaisie. Et toujours durant l'Antiquité, on retrouve l'esclavage en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce, à Rome ou encore chez les Germains. Et bien entendu, c'était pas terminé. En Orient s'organise une véritable traite, c'est-à-dire un commerce d'esclaves qui durera pendant près de 13 siècles, entre le 8e et le 20e siècle. Bref, durant cette période, la plupart des esclavagistes étaient musulmans ou arabes non musulmans. Mais on pouvait aussi retrouver des esclavagistes berbères, persans, juifs mizraïm, indiens, javanais, malais ou encore chinois. Par la suite, l'esclavage se poursuit avec par exemple, comme vous le savez sûrement, la traite des Noirs et le commerce triangulaire dès 1674, qui est le premier véritable commerce international d'esclaves. Dès le 7e siècle, on retrouve des cas d'abolition de l'esclavage avec la reine Bathilde. Après avoir été capturée par des corsaires, elle est finalement revendue dans la ville de York, un haut dignitaire franc qui l'offre à son roi, Clovis II. Ce dernier décide de l'épouser et une fois devenue reine, Bathilde fait interdire l'esclavage. Néanmoins, c'est véritablement à partir du 19e siècle que l'abolition de l'esclavage se généralise un peu partout dans le monde. De nos jours, on parle parfois d'esclavage moderne, par exemple au Soudan, et même si ce pays a signé en 1926 la Convention de Genève sur l'esclavage, les femmes et enfants noirs et chrétiens sont parfois kidnappés par des milices arabes et vendus à des marchands d'esclaves. On parle également d'esclavage moderne dans le cas des prostituées soumises à des macs, des travailleurs clandestins ou encore des enfants travailleurs. On voit donc clairement qu'au regard de l'esclavage, le monde réel est bien différent de Westeros. Mais vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé de l'esclavage au Moyen-Âge en Occident. Eh bien ce n'est pas pour rien. Aborder le Moyen-Âge maintenant va me permettre de faire une liaison entre l'esclavage et les prisonniers de guerre dans Game of Thrones. On va progressivement découvrir qui pourraient être les équivalents de ces prisonniers de guerre dans le monde réel. Durant le Moyen-Âge occidental donc, l'esclavage perd peu à peu du terrain sous l'influence de la religion chrétienne. Selon elle, maître et esclave sont égaux devant Dieu et aucun chrétien ne peut alors être la propriété privée d'un autre chrétien. Si déjà à la suite des révoltes d'esclaves et en particulier de la Troisième Guerre servile menée par Spartacus, la condition des esclaves s'améliore, c'est véritablement grâce à la conversion de l'empereur romain Constantin au christianisme, à la chute de l'Empire romain
et au développement du christianisme que l'esclavage va évoluer. Peu à peu, il va s'adoucir et être remplacé par le servage qui sera généralisé au 8e siècle. Il y a une différence fondamentale entre l'esclavage et le servage. Dans le cadre du servage, on ne parle plus de maître et d'esclave, mais de seigneur et de serf. Le serf n'est plus juridiquement considéré comme une chose. Il n'est à la différence de l'esclave pas la propriété privée du seigneur. Encore mieux, un contrat unit le serf à son seigneur et chacun d'entre eux est tenu de respecter une obligation. D'un côté, le serf est tenu de résider à un endroit précis et de cultiver les terres de son seigneur qui sont qualifiées de réserves seigneuriales, et d'un autre côté, le seigneur, lui, doit protection contre les brigands et se doit de lui fournir un lopin de terre qu'on appelle la tenure et qui lui permettra de nourrir sa famille. Je disais dans le cadre des prisonniers de guerre dans Game of Thrones qu'ils ne peuvent être considérés comme une chose, tout comme les serfs dans le monde réel, et qu'ils peuvent posséder une propriété privée, tout comme les serfs dans le monde réel. Je disais également que dans Game of Thrones, si 2 prisonniers de guerre avaient un enfant, eh bien celui-ci serait un véritable Ironborn. La question qui se pose est donc la suivante. Dans le monde réel, les enfants des serfs sont-ils eux aussi des serfs ou de véritables hommes libres? Eh bien on peut distinguer 2 types de servage, le servage personnel et le servage réel. Le servage personnel est relatif à la personne. Autrement dit, c'est la personne qui a le statut de serf. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un homme libre, car il peut justement acheter sa liberté. Mais au moment de sa mort, il est toujours serf et non libre. Alors ses enfants seront également des serfs et non des hommes libres. On ne rejoint donc pas la logique de Game of Thrones en comparaison aux prisonniers de guerre. Le servage réel ne touche quant à lui pas la personne mais les biens de la personne. D'ailleurs, le mot réel ne fait pas référence à la réalité, mais au latin res qui signifie la chose. Le serf n'est pas serf par naissance, il est à l'origine un homme libre qui devient serf afin de bénéficier de la protection d'un seigneur et de certains autres avantages. Et comme je disais que le servage réel touche les biens de la personne, cela implique que l'homme libre devenu serf ne peut léguer ses biens et notamment sa maison à ses enfants. Néanmoins, en devenant serf, il conserve les mêmes droits civils et politiques qu'un homme libre. Par conséquent, ses enfants sont par nature des hommes libres. C'est donc dans le cadre du servage réel et non du servage personnel que les enfants des serfs peuvent dans un sens être comparés aux enfants des prisonniers de guerre dans Game of Thrones.